Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale de dimanche en politique ici au Café de la Poste de Velars-sur-Ouche en Côte d'Or pour une émission d'1 heure en direct et en public. À moins de 2 ans des élections municipales, les défections de maires n'ont jamais été aussi nombreuses. Plus de 1000 élus ont rendu leur écharpe depuis 2014. La colère gronde notamment dans les petites communes. Les maires n'ont plus la foi. Alors d'où vient cette hémorragie? Nos petites communes ont-elles malgré tout un avenir? Nos territoires ruraux sont-ils les oubliés de la République? On en débat ce dimanche matin. Dans un instant, je vous présenterai nos invités, mais nous ne serons pas seuls. Des témoins, des militants, des personnes concernées par ce débat sont avec vous. Elsa Bezin, bonjour. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Effectivement, ils vont pouvoir suivre les échanges, le débat devant un écran. À mes côtés, des maires ruraux qui nous feront part ou non de leur sentiment d'impuissance. À mes côtés aussi, des citoyens, des acteurs de la vie publique à qui nous demanderons s'ils se sentent délaissés par l'État, par les politiques. Des grands témoins qu'on a voulu réunir ici pour un grand débat citoyen. C'est une nouveauté sur France 3 Bourgogne. On viendra les voir tout au long de l'émission pour les faire réagir et ils vont pouvoir à leur tour interroger, voire interpeller vos invités. Jean-Christophe, à tout à l'heure. Merci Elsa, on vous retrouve donc dans un instant pour les premières réactions et prises de parole autour de vous. Et puis vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission avec le hashtag Dimpol Bourgogne. Alors, nos invités qui ont accepté de débattre ce dimanche matin en direct, Yolène de Courson, bonjour. Vous êtes, oui, prenez tous un micro. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Vous êtes une ancienne maire, donc vous nous parlerez aussi de cette réalité-là. Patrice Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Nièvre, président de l'association nationale Nouvelle Ruralité. Et comme sénateur, évidemment, vous êtes au contact, vous aussi, des élus locaux au quotidien. Jean-François Farinck, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sans étiquette de Blanneau, en Saône-et-Loire, président des maires ruraux de Saône-et-Loire. Merci également d'être avec nous. Et puis Louis Gentilhomme, bonjour. Bonjour. Ancien maire, vous aussi sans étiquette, c'est souvent le cas d'ailleurs dans les petites communes, on en parlera peut-être, de Saint-Saëns-sur-Vingeanne, c'est en Côte d'Or et vous avez démissionné en janvier dernier. Vous nous direz pourquoi dans quelques minutes. Alors Jean-François Farinck, j'ai envie de m'adresser à vous au début de cette émission. Vous qui êtes président des maires ruraux de Saône-et-Loire et puis qui êtes maire d'une commune, vous avez entendu le portrait que j'ai dressé aujourd'hui de la situation, tous ces maires qui jettent l'éponge, toutes ces difficultés qui s'accumulent et finalement beaucoup plus de démissions de maires que par le passé. Est-ce que vous faites le même constat, vous, dans votre département? Oui, exactement, nous faisons le même constat. Alors, on a même compté, il y a eu 17 en Saône-et-Loire, 17 maires qui étaient maires en 2014, qui ne sont plus maires aujourd'hui. Bon, il y a 4 ou 5 décès sur les 17, mais le reste, ce sont des gens qui, effectivement, ont décidé de lâcher leur mandat. Et bon, quand vous les écoutez, c'est une somme de raisons. C'est une somme de raisons. Je vais en citer 2 ou 3 rapidement. L'intercommunalité est quand même la manière dont l'intercommunalité est exercée est souvent un souci parce que les maires ont l'impression simplement d'assister que les décisions sont prises en amont et de regarder passer les trains. Ça, c'est un premier sujet. L'empilement des normes est aussi un vrai sujet. Et puis le transfert de compétences, les transferts de compétences automatiques, et on en a malheureusement eu encore un exemple l'été dernier. C'est quelque chose qui est très très mal vécu. Je parle du transfert au assainissement. L'Assemblée a décidé, malgré l'avis du Sénat, malgré l'avis unanime du Sénat, l'Assemblée nationale a décidé de transférer automatiquement cette compétence aux communautés de communes. C'est très mal vécu. Certains sont prêts à ce que cette compétence soit transférée et pourraient en décider ainsi, mais quand c'est fait de manière automatique, quand c'est imposé, c'est quelque chose qui vient qui décrédibilise un peu plus l'intercommunalité. Alors on va écouter Yolène de Courson qui forcément autour de cette table représente aussi la majorité en place. Yolène de Courson, vous comprenez et vous avez la même analyse de la situation de ces maires des petites communes dont vous avez été. Oui. Eh bien, je comprends très bien ce que dit Monsieur Farinck. Je comprends qu'il y ait des maires qui soient fatigués, épuisés. Mais par ailleurs, je ne partage pas complètement son point de vue, forcément. Il y a des maires, effectivement, qui ont fait beaucoup de mandats aussi. Donc, quand on a fait beaucoup de mandats, après, on s'use.
Il y a aussi le monde change, les citoyens changent. Et effectivement, il y a eu la loi NOTRe qui est passée par là pour parler de ce que dit Monsieur Farag. La loi NOTRe, c'est l'ancien gouvernement. C'est l'ancien gouvernement, mais bon, donc c'est passé par là. Et effectivement, il y a eu des transferts de compétences. Mais pourquoi il y a des transferts de compétences à une communauté de communes? Bon, normalement, les communautés de communes, ça sert à avoir des projets ensemble et à pouvoir investir ensemble pour arriver à faire plus de choses. Ça devrait faciliter les choses, en fait. Ça devrait faciliter certaines choses. C'est-à-dire que, bon, effectivement, l'eau et l'assainissement, ce gouvernement n'a pas imposé. Et au contraire, il a laissé un délai jusqu'à 2026 pour que les communes s'organisent. Il faut savoir que l'eau et l'assainissement, c'est un problème dans notre pays. Sur la qualité de l'eau, par exemple, chez moi, dans le Châtillonnais, il faut savoir que la qualité de l'eau n'est pas bonne. Et il faut savoir aussi que 25% de l'eau dans les réseaux fuit. Hein, donc l'eau est un bien commun. Alors c'est vrai qu'il y a des communes où l'eau coûte 50 centimes le mètre cube. Vous vous rendez compte comment peut-on faire des travaux de réhabilitation? En revanche, je pense qu'il faut en parler parce qu'effectivement, il y a des communes qui gèrent très bien leur eau. Hein. Alors après, jusqu'en 2026, il y a moyen d'en parler et de voir comment il peut y avoir des partenariats ou des syndicats, parce que ça peut aussi se gérer par des syndicats de l'eau. Hein. C'est pas obligé que ça parte à la communauté de communes. Bon, il y a plusieurs formules et il y a jusqu'en 2026 pour s'en occuper. Donc le fait que les maires soient fatigués, je le comprends parce que les grands maires de petites communes, c'est vraiment un des mandats les plus difficiles, parce qu'on est vraiment à portée de baffe, hein, comme on dit. Et je contact quotidien des citoyens, c'est ça que vous appelez à portée de baffe. Et c'est ça qui est quand même passionnant en plus. Alors, on va rejoindre Elsa Bezin, qui est juste à côté de nous, parce qu'il y a déjà des réactions. Vous êtes avec un élu, Elsa. Oui, peut-être un contre-exemple. Jackie, vous êtes le maire de cette petite commune de Velars-sur-Rouge. Ce sentiment d'usure qu'on vient d'évoquer, est-ce que vous l'avez déjà ressenti, vous? Ah oui, je le partage tout à fait. Ce qui vient d'être dit par Monsieur Farag, je le partage totalement. Car en effet, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, les maires sont un peu fatigués. Quelles sont vos difficultés? Les difficultés, ce sont déjà les baisses de dotation. Quand on sait qu'une commune telle que Velars, sur 174 000 de DGF, a perdu 35% en l'espace de 5 ans, c'est quand même énorme. Ça fait 61 000 € de moins pour faire des investissements. Alors justement, cette équation, c'est faire mieux avec moins. Vous reniez sur quoi, vous, en tant que maire? Écoutez, sur le fonctionnement, on essaye de fonctionner au mieux. Nous avons déjà, on n'a pas remplacé un agent des services techniques. On est obligé de calculer au jour le jour. À flux tendu, est-ce que vous avez déjà songé, vous, à rendre votre écharpe? Non, parce que vis-à-vis des habitants, je considère qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a des tas d'éléments. Il y a l'usure, les normes également. La lourdeur administrative? La lourdeur administrative avec la dématérialisation, où les agents ne s'y retrouvent plus, et par manque de formation aussi. Est-ce qu'il y a des jours où vous vous dites, des moments où vous vous dites, je ne peux pas satisfaire mes administrés? C'est vrai, oui, il y a des jours où on se dit, on ne peut pas réparer des routes, on ne peut pas apporter ce que les habitants attendent. Et ça, on en est désolé. Vous allez vous représenter? Non, mais bon, là, j'étant là, j'avais décidé bien avant de ne pas me représenter. Ils sont presque... Merci beaucoup. Ils sont presque plus de 50% à ne pas se représenter, certainement, hein, d'après les dernières études, beaucoup plus nombreux que par le passé. Patrice Joly, on a entendu les baisses de dotation. Alors je me retourne vers vous, le sénateur socialiste, parce que ça fait un moment que ça dure, les baisses de dotation aux communes et aux collectivités locales. Ça ne s'arrête pas, mais votre majorité à vous, celle de François Hollande, avait déjà commencé ce mouvement. Comment vous expliquez aux maires que on peut trouver d'autres solutions pour financer, parce qu'ils ont l'air d'être d'avoir serré la ceinture très largement et de plus pouvoir répondre aux attentes de leurs administrés? C'est une réalité, hein, les tensions financières sont réelles, les marges de manœuvre se réduisent. Vous avez évoqué les dotations, mais il y a également les contrats aidés qui étaient une source importante de moyens supplémentaires accordés aux communes, qui permettaient d'apporter des réponses sur un certain nombre de services. Derrière ça, mais je partageais déjà cette critique
politique sur l'ancien gouvernement, ça renvoie à la notion de la gestion de la dette publique aujourd'hui. Et aujourd'hui, la question de la dette publique, elle est aussi fonction des moyens qu'on se donne pour la rembourser. Et on est depuis maintenant une vingtaine d'années dans une logique politique qui vise à réduire la part du secteur public et donc la part des dépenses publiques. On peut se poser la question si c'est une bonne solution pour répondre aux problèmes de nos territoires ruraux en particulier, qui ont besoin d'intervention publique, de services publics, d'équipements publics, peut-être plus que d'autres territoires, parce qu'il y a des capacités d'initiative privée, je pense en particulier dans les métropoles. Aujourd'hui, donc, les maires aussi, au-delà de ces marges de manœuvre qui se réduisent, donc des perspectives d'action qui diminuent, les maires ont le même état d'âme que l'ensemble de la population de nos territoires, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être reconnus pour ce que nous valons et pour ce que nous pouvons offrir également à l'État. On a quand même le sentiment, pas simplement sous ce gouvernement, mais depuis 10, 15, peut-être même 20 ans, on a le sentiment que l'avenir de la France n'est pensé qu'autour de la perspective et de l'avenir des métropoles. Et on va y venir bien sûr dans la seconde partie de cette émission. Et c'est vraiment dommage parce que nous avons beaucoup à offrir à notre pays en matière de développement et de redressement. Jean-François Farinck, cette baisse des dotations, avec aussi cette incertitude de beaucoup de maires sur la question de la suppression de la taxe d'habitation qui devrait, d'après le gouvernement, je parle sous le contrôle de Yolande de Courson, mais devrait être compensée à l'euro près, il n'empêche que beaucoup de maires s'inquiètent. Alors cette baisse de dotation, elle a quand même un effet important. Pourquoi un maire s'engage? Il sait qu'il va avoir de la gestion à faire, de la gestion courante, de l'entretien de sa commune, de l'entretien de voirie. Et puis, il a aussi dans l'idée, en général, avec son équipe, de conduire des projets. Et pour conduire des projets, il faut des ressources financières, il faut un autofinancement. Il y a les subventions, mais il faut un autofinancement. Et l'effet de cette baisse de dotation, c'est que beaucoup de communes n'ont plus de ressources pour financer leurs projets, pour mettre les 20% qui sont toujours nécessaires quand on construit un projet. Bon, si on se débrouille bien, on peut avoir 70 à 80% de subventions. C'est assez rare, 80 c'est assez rare aujourd'hui, mais 70, mais il faut que la commune mette 30. Oui. Et aujourd'hui, si vous avez un budget avec les baisses de dotation de fonctionnement, vous n'avez plus. Donc les maires se trouvent, ils sont plus en situation de construire des projets. Par contre, ils ont toujours le quotidien, les démarches des citoyens sur le quotidien. Donc c'est quelque chose qui contribue à la fatigue dont on parle. Ce qui les blesse, ce qui les fatigue, c'est justement aussi qu'ils ne peuvent pas assumer finalement leur programme, le programme électoral pour lequel ils ont été élus. Ils vous le disent, ça ? Oui, bah, tout à fait. Alors les maires effectivement de notre association, nous avons 240 maires qui sont à l'association des maires ruraux en Saône-et-Loire. Ils nous le disent. Ils avaient prévu, ça peut être de rénover un bâtiment, de faire des investissements pour l'école. Et ils n'ont plus les moyens de faire ces projets où ils les diffèrent. Maintenant, beaucoup me disent, avant on pouvait mener 2 projets. Aujourd'hui, on ne peut plus en mener qu'un. Donc ça, c'est très... On va continuer à réagir et à entrer en dialogue avec vous, avec Elsa Bezin, qui est à nouveau à côté de gens qui souhaitent réagir ici dans ce café de la Poste de Villars-sur-Ouche. Oui, avec Gérard, vous avez vous été élu pendant très longtemps. Vous m'avez interpellé, vous aviez quelque chose à dire, vous? Oui, à propos de l'eau et de l'assainissement. J'ai un exemple très concret. Le gouvernement a voté cette année une diminution du permis de chasse qui passe de 400 € à 200 €. Divisé par 2. Voilà, et personne ne s'est posé la question de qui allait financer cette différence. La différence, elle sera financée par le consommateur d'eau. Puisque l'État a inscrit dans son budget un prélèvement de 480 millions d'euros sur les agences de l'eau, et notamment au profit de la biodiversité et de l'ONC. Et l'ONC, c'est 39 millions d'euros. Alors, Louis Gentilhomme n'est plus maire, mais il est président du syndicat des eaux, avec une particularité, c'est que notre eau arrive de Haute-Marne, donc on a affaire à deux préfectures pour gérer notre problématique de l'eau. Et jusqu'à présent, pour faire ces travaux, puisque le réseau qui alimente 1000 abonnés fait 60 km. Donc, pour rénover ce réseau qui a une 60aine d'années,
il ne peut pas le faire sans subvention. Est-ce que les choses ont changé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir? En pire, oui, puisque on nous a supprimé les agences de l'eau, comme elles financent ces prélèvements, enfin qu'elles doivent, elles sont taxées par ce prélèvement, n'ont plus les moyens de subventionner les travaux d'assainissement et sur les réseaux d'eau. Gérard, vous avez jeté l'éponge en tant qu'adjoint. Pour quelle raison? Tout à l'heure, vous m'avez dit, quand on préparait l'émission, j'en avais ras-le-bol. L'usure, le fait de ne pas être compris. Pas entendu? On nous écoute, mais on ne nous entend pas. Et on est beaucoup trop faible pour faire changer les choses. Ça dure depuis des années ou c'est récent? Non, j'ai toujours connu ça. En 19 ans de mandat, ça a toujours été comme ça. Et on nous écoute poliment, mais on nous ignore. Il y a du mépris? Il y a de la condescendance. Donc c'est assez difficile, au bout de plusieurs années, de supporter cet état. Qu'est-ce que vous allez demander à Yolène de Courson de La République En Marche? Vous avez une question pour elle? Alors, j'ai deux questions. Alors, faire en sorte que les présidents de syndicats d'eau puissent continuer à effectuer les travaux. Et au sujet du prélèvement qui est fait aux communes au profit du Fonds national de garantie individuelle de ressources, qui garantissent aux communes qui ont été perdantes avec la réforme de la taxe professionnelle, que ce FNGIR soit remis comme il avait été prévu par la commission des finances chargée d'étudier ce dossier, une durée de 20 années, au lieu de financer ad vitam aeternam un fonds qui bénéficie aux plus gros. Voilà, une envie de transparence, si je résume vos propos. Tout à fait. Et okay. Par exemple, la commune de Saint-Saëns-sur-Vingeanne, c'est 30 000 € par an que l'on donne à ce fonds. Donc en 8 ans, on a déjà donné 240 000 €. Voilà. Merci pour vos... Alors, il y a des questions très techniques dans lesquelles on peut peut-être pas rentrer là, mais tout à l'heure on prendra un café avec Yolène de Courson pour en savoir plus. Mais d'un mot, condescendance, pas mépris mais pas loin, et puis vraie difficulté avec depuis que c'est Emmanuel Macron au pouvoir, c'est encore pire, j'ai entendu. Hein. Oui, mais il a dit que depuis 19 ans c'était pire. Bon. Alors toujours ça vous console, mais les problèmes sont toujours là. Mais bon voilà, moi je suis exactement dans la dynamique inverse. Je pense qu'on peut vraiment aller vers du mieux. Je suis pas du tout pour la ruralité gémissante, mais pour la ruralité conquérante. Je pense que je partage ça avec mon collègue Joly. Non, là, il faut arrêter avec cette histoire de baisse des dotations. Il y a eu des baisses de dotations en 2014, 2015, 2016, mais ces baisses de dotations pour les communes rurales sont arrêtées. D'accord. Oui, mais vous êtes allé sur les emplois aidés qui sont diminués et qui vont aller en s'affaiblissant. D'ailleurs, vous-même. Non, pas du tout. Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a encore 200 000 contrats aidés. D'ailleurs, vous-même, vous faisiez partie des rares députés LREM qui n'étaient pas vraiment d'accord pour la fin des emplois aidés au sens. Non, moi je suis pour que les emplois aidés débouchent sur un vrai emploi. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que 20% des contrats aidés qui donnent lieu à des véritables emplois. Donc les gens, ils restent dans une espèce de... ceux-là même qui sont dans les contrats aidés ne veulent plus en être. Donc aujourd'hui, ces contrats aidés vont être remplacés par les parcours emploi compétences où les personnes qui emploient ces gens-là vont être obligées de les accompagner dans la formation et vraiment pour un débouché vers un emploi. Donc ça, c'est beaucoup plus important puisque mais aujourd'hui, il y a 40 000 de ces parcours emploi compétences qui ne sont pas encore utilisés. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de former des gens, de les accompagner vers un vrai emploi que de prendre des contrats aidés qui en fait sont des espèces d'emplois subventionnés par tout le monde. Vous voyez, c'est pas efficace. Beaucoup de services dans les petites communes et vous en savez quelque chose. Il y en a encore un petit peu. Jean-François Farinck, sur les emplois aidés, c'est une des difficultés aujourd'hui ? Oui, donc il y avait effectivement des emplois qui étaient dans les écoles, dans les ou même parfois dans l'entretien. Et oui, alors effectivement, vous dites 20% simplement arriver à transiter vers un vrai emploi. Mais vous avez dans la société, il faut aussi reconnaître que dans la société, vous avez un certain nombre de personnes, parce qu'ils n'ont pas peut-être tous les atouts, qui auront beaucoup de mal à arriver et à tenir un emploi normal. Et je pense que ces gens-là ont droit aussi à l'emploi.
Donc il faut les prendre en compte. Et l'emploi aidé, c'était remettre sur le train du travail, sur le chemin du travail, un certain nombre de personnes qui on peut avoir un certain nombre de difficultés, qui auraient des difficultés sur un emploi normal, sur un emploi standard. Il y avait une fonction d'insertion. Une réaction de Patrice Joly peut-être sur la question des emplois aidés, vous vouliez réagir. Et puis ensuite, on passera aux lourdeurs administratives avec Louis Gentilhomme, qui en sait quelque chose. Un aspect humain concernant les emplois aidés qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que nous sommes confrontés en vis-à-vis à nos concitoyens que nous connaissons depuis toujours, qui connaissent une vraie difficulté. La réponse que l'on pouvait apporter parfois, c'était effectivement ce contrat aidé qui permettait de remettre le pied à l'étrier de quelqu'un qui est dans notre entourage, dans notre voisinage. Et ça, il faut aussi y penser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élus se trouvent démunis de cette réponse humaine, immédiate à un problème d'une personne. Un exemple simple que j'ai en tête, c'est une personne qui a des difficultés familiales, qui se met à un moment donné à boire, qui était en train de plonger complètement, et puis la commune décide de le prendre. Et c'est pas toujours facile de prendre un contrat aidé dans ces cas-là, parce que le regard des concitoyens en disant pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Ouais, et surtout puis dans les petites communes. Et puis 6 mois après, je veux dire, cette personne dans un milieu professionnel reprend pied petit à petit, et puis reconstruit sa vie. Et aujourd'hui, j'ai cette image en tête, une personne qui effectivement suit son chemin personnel et professionnel. Je peux juste rebondir sur les financements, parce que Monsieur Farrak a dit il n'y a pas d'argent pour faire les projets. Il faut savoir que la DETR, qui est donc les subventions qui sont octroyées par l'État aux communes rurales, elles ont augmenté de 39% depuis 2014. Et ces subventions ne sont pas toutes utilisées. La même chose pour le FSIL, qui est pour l'investissement local. Enfin, les noms sont barbares. Oui, c'est ça. Il y a deux types de subventions qui ne sont pas utilisées. Et j'en prends une troisième, qui sont les contrats leaders, qui sont des contrats européens. En France, on les utilise à 6%, et c'est pour la ruralité. Ouais. On les utilise à 6%. Et là, il y a vraiment, il y a de l'argent pour les projets. Peut-être parce qu'il y a une grosse lourdeur administrative. Elsa, une réaction de votre côté dans ce café de la Poste? Oui, je suis désormais avec Sylvain Razzano. Vous faites partie de la CFDT. Sylvain, quelles sont les conséquences de ces baisses de dotation de l'État? Alors la première, donc je suis effectivement secrétaire général de la CFDT départementale au titre des emplois publics. On couvre le champ notamment de l'emploi public des territoriaux, mais aussi de l'État. Donc effectivement, la baisse des dotations, c'est un refrain qu'on entend régulièrement de la part des employeurs publics. Et malheureusement, les premiers en première ligne sont bien sûr ceux qui rendent le service public, c'est-à-dire les employés municipaux. Donc c'est vraiment eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui aujourd'hui assurent le service public en local, et notamment dans les petites mairies. Alors on peut parler des ATSEM dans les écoles, et on peut parler également des agents communaux qui sont polyvalents et qui gèrent l'ensemble des emplois techniques de la commune. Ça se traduit comment concrètement? Concrètement, aujourd'hui, quand on parle de baisse de dotation de fonctionnement, le fonctionnement, c'est essentiellement les emplois. Et malheureusement, on emploie des contractuels, et aujourd'hui, c'est les contractuels qui sont les premiers visés. On a entendu dans la politique du gouvernement actuel de favoriser l'emploi contractuel. Aujourd'hui, on crée de la misère aujourd'hui au niveau des emplois publics. Et ça, c'est une catastrophe pour notre service public. Quelles sont les remontées que vous avez, vous, du terrain ? Eh bien, écoutez, les remontées du terrain, c'est surtout des administrés qui, en face, n'ont plus le service public. Alors, à tort, on est en train aujourd'hui de monter le service public contre le privé. Et force est de constater que les administrés disent oui, il faut moins de fonctionnaires, mais est-ce qu'ils sont prêts à assumer le fait qu'on supprime de la santé dans les services ruraux? Aujourd'hui, si on parle de la santé, par exemple, je vous donne juste un exemple comme ça. Aujourd'hui, si on supprime les emplois dans le Haut-Côte d'Or, par exemple, eh bien, finalement, quand un service public se ferme, nous n'avons même pas de privé à côté. C'est-à-dire qu'il faut en moyenne 8 km pour trouver un médecin pour un administré. Donc, dans des zones de ruralité où les administrés sont des personnes plutôt âgées, et donc pour eux, ça pose un véritable souci de service public. Merci beaucoup.
Merci Elsa, merci à ceux qui sont autour de nous de réagir aux propos de nos invités. Parmi les invités qui n'ont pas encore pris la parole, prenez votre micro. Louis Gentilhomme, ancien maire de Saint-Saëns-sur-Vingeanne, c'est en Côte d'Or, oui. Un peu plus de 400 habitants, hein, oui. Si je dis pas de bêtises. 430. Et vous n'êtes plus maire, on a entendu votre ancien premier adjoint tout à l'heure, vous n'êtes plus maire depuis le mois de janvier. Depuis le 1er janvier. Et je voulais évoquer avec vous, parce qu'une des raisons, il y a toutes celles qu'on a déjà évoquées évidemment, et sur lesquelles vous pouvez revenir bien sûr, mais quand je vous ai appelé, la première chose pour vous inviter à cette émission, la première chose que j'ai ressentie, c'est une forme de lourdeur administrative incroyable. C'est-à-dire que le moindre des efforts, la moindre des choses que vous voulez mettre en place, et même si des fois on peut trouver des crédits, mais à quel prix, il faut des tonnes d'investissement, et puis de temps, et puis aussi peut-être beaucoup que vous n'êtes pas beaucoup d'argent, et peut-être aussi que vous n'êtes pas assez formé pour affronter tout ça. Je pense que la formation, on la trouve sur le terrain, ça c'est clair. Mais par contre, les problèmes qu'on rencontre avec l'administration, vous parliez tout à l'heure des subventions, il faut dire aussi qu'à chaque fois que nous demandons des subventions, on nous demande de faire un schéma de tout. Alors qu'on l'a fait ce schéma, que rien n'a été entrepris. Et donc il est toujours le même. Mais on nous demande de nouveau de prendre un bureau d'études pour... Alors moi, je refuse de dépenser de l'argent inutilement. Parce que si on me donne 10 000 euros de subvention et que j'en dépense déjà 9 000 pour le dossier à faire avec la personne chargée de ce dossier... Vous n'avez plus d'argent pour le reste. Voilà, il n'y a aucune utilité de faire les travaux. C'était le cas, je vais vous dire, avec le département. Je pouvais avoir une subvention de 10 000 euros pour mettre des ballons dans un village. Pour les 10 000 euros, on me demandait un pataquès pas possible. Donc, l'étude que j'allais faire par le bureau d'études me coûtait plus cher que la subvention. Alors, vous avez préféré jeter l'éponge plutôt que de décevoir vos administrés, c'est ça finalement ? J'en avais surtout ras-le-bol de ne pas être entendu. Écoutez, oui. Vous avez même écrit au président de la République, à Emmanuel Macron. Alors, j'ai envoyé ma lettre de démission à M. Macron, qui m'a personnellement répondu. J'apprécie. Comme quoi, il prend le temps de répondre aussi. Oui. Par contre, c'est pas le cas très souvent des ministres qui nous disent « Ah, ben oui, on va donner le problème à tel et tel bureau, et puis on vous donnera une réponse qu'on n'a jamais. » Voilà. Patrice Joly, vous vouliez réagir à ce qui était dit. Cette lourdeur administrative, ces difficultés qu'évoque Louis Gentilhomme, c'est quand même la réalité de beaucoup de maires. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle ils jettent l'éponge. Hein. Souvent, c'est la première qu'ils citent quand on parle de leur démission. Il y a la réalité des normes et des normes non adaptées à la réalité des problèmes posés. C'est-à-dire on n'est pas contre, en tout cas moi je suis pas contre les normes c'est le droit c'est ce qui protège le faible, et donc il faut être très attentif à ce qu'on dit. Mais il y a des normes qui ne sont pas proportionnées à la réalité du risque. Et il y a surtout aujourd'hui les services de l'État qui n'accompagnent plus les collectivités locales. Il y a encore quelques années, il y avait des services un peu structurés dans les sous-préfectures qui apportaient sur le plan juridique des conseils, il y avait les DDA, les DDE qui accompagnaient, ce qui fait que les projets aboutissaient, ils étaient partagés entre le maître d'œuvre, c'est-à-dire la collectivité, la commune ou le syndicat ou autre, et puis les services de l'État, et on arrivait ensemble à un projet qui était viable et qui pouvait être mis en œuvre. Deuxième élément, donc c'est une des difficultés effectivement pour les collectivités. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à monter des dossiers. Et c'est vrai que la diminution aujourd'hui des moyens donnés aux collectivités, je pense en particulier aux communautés de communes, fait qu'elles ne disposent pas de l'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à avoir du personnel susceptible d'aider à monter les dossiers, qui effectivement parfois sont d'une exigence qui là aussi est disproportionnée. On gère de l'argent public, il est logique qu'il y ait des procédures, qu'il y ait des cadres, mais on a aujourd'hui parfois, alors en particulier s'agissant des fonds européens, où là ce sont des véritables usines à gaz, et il faut qu'on puisse alléger, dans la prochaine procédure, alléger ces modalités de sollicitation des fonds européens. Ils apprennent sur le tas, les maires, vous avez appris sur le tas. Comment on n'apprend pas à gérer tous ces dossiers, toute cette lourdeur administrative? Il n'y a pas d'école pour ça? Non, il n'y a pas d'école, mais c'est vrai que là, il y a une tendance vers plus de technocratie, plus d'ingénierie qui est pas toujours nécessaire. Vous avez dans des communes rurales, on veut refaire, moi c'est le cas dans ma commune, on veut aménager la place du village, mais
Bon, on peut faire des choses très simplement. Vous avez des compétences. Parfois, au sein d'un conseil municipal, vous avez des gens qui sont capables de faire un plan du bourg et puis d'aller voir ensuite la direction des routes là pour se mettre d'accord sur les bonnes délimitations. Il y avait d'ailleurs, une remarque qu'on peut faire, il y avait tout un bénévolat qui fait économiser de l'argent à l'État. Tout un bénévolat qui était exercé dans les communes rurales et qui disparaît avec ces transferts de compétences. On parlait d'eau et d'assainissement tout à l'heure et vous disiez qu'il faut effectivement faire ça bien, mais c'était très bien géré. L'eau et l'assainissement étaient très bien gérés. Vous aviez des gens qui le matin allaient réparer quand il y avait une défaillance à la lagune. C'était le conseiller municipal qui le faisait parfois. C'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, vous appelez un service technique à distance qui va commencer par envoyer quelqu'un pour faire un diagnostic. Ensuite, on va voir quelle entreprise on peut faire intervenir. Ça coûte plus cher. Et ça prend coûte plus de cher. temps. Et ça sera pas forcément, ça prend du temps, ça coûte plus cher. Ça sera pas forcément mieux géré du tout, hein. Elsa Bezin, à côté de vous, il y a aussi quelqu'un qui veut réagir sur ces questions de lourdeur administrative dans les petites communes. Oui, Patricia Gourmand, vous êtes élue depuis 1995. Qu'est-ce que vous inspire le débat ? Alors, bon, c'est vrai que ça fait 4 mandats, donc l'usure, non, je l'ai pas parce que j'aime ce que je fais et c'est vrai que c'est quelque chose. Une mission de maire, c'est une des plus belles missions. Ce qui est lourd aujourd'hui, c'est que alors, je ne vais pas dire chaque matin, mais presque chaque matin, nous avons des changements de loi. Quand on voit simplement l'assainissement depuis, je veux dire, quelques années, hein, qu'on suit ça quand même, pas une seule fois on a pu dire à un moment donné, on fait ça. C'est pas possible. Le lendemain, hop, on rechange et on rechange. Ne dites pas, je veux dire, donc aujourd'hui, on n'est même pas très très sûr de ce qui va arriver. Et je suis présidente du syndicat, donc je sais ce que je veux dire. Hein. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand on voit la dématérialisation. Dites-moi, dans une petite commune, alors nous, on a de la chance, j'ai 1400 habitants. J'ai une secrétaire, donc une DGF qui est parfaite et je la remercie. Mais dans une petite commune, quand il va falloir dématérialiser tout ça, quand on voit tout ce qu'il faut acheter, les ordinateurs, les formations et tout ce qui s'ensuit, bon, il y a des communes qui ne pourront pas le faire. C'est l'instabilité votre principal problème ? Complètement. On n'est jamais sûr. Chaque matin, comme je dis, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, gentiment, mais il nous le tombe. Est-ce que c'est une autre façon d'être élu, Patricia, vous qui avez du recul ? Ah oui. Là, aujourd'hui, je veux dire, il faut être... en éveil de tout. On éveille de tout. Enfin, je pense que mes collègues là, qui regardent, mais je pense que c'est ça. On éveille de tout, tout le temps. Alors en plus, on a quand même à gérer quand même nos habitants. Et ça, on est élus pour ça et par eux. Il ne faut quand même pas oublier. Et c'est vrai que quand je vois, depuis que je suis maire, là, quand on avait des finances dites, on pouvait quand même, je veux dire, compter sur nos finances. On nous a mis quand même ce qu'on appelle un FPIC. Vous voyez ce que ça veut dire pour ceux qui connaissent bien? Fonds de péréquation, hein, ça sert à quoi? Ça sert à rembourser, à aider les communes qui ne sont pas bonnes gestionnaires. Alors ça veut dire, non, Madame de Courson, je crois que c'est ça. Ça veut dire, non, ça veut dire que quelque part, toutes les communes qui ont vraiment bien géré, et j'en fais partie, on se retrouve avec des sommes à donner énormes. Donc, à un moment donné, on nous enlève des dotations, mais on nous remet des choses de ce style. Exemple aussi, pour des communes et les intercoms, et là, je rejoins tout à ce que disait tout à l'heure, on avait la DDT qui nous aidait sur, les permis de construire, intercommunalité, plus de 15 000, hop, service commun. Qui c'est qui paye? Les communes. Voilà. Donc, on fait que ça et tous les jours. Et pour terminer, quand on dit, par exemple, et je vous entends, on a la possibilité d'avoir des subventions. Je reprends ce que vous avez dit. Essayez de faire un dossier, pour l'Europe. Hein. Essayez de faire un FSE. Essayez. Je vous assure que si vous n'avez pas le côté administratif à côté de vous, c'est une usine à gaz. Donc, très compliqué. Très compliqué, ce qui fait que la plupart du temps, on en parlait là toutes les deux tout à l'heure, la plupart du temps, on ne fait pas ces demandes. C'est trop compliqué. Donc, et encore, chez nous, on a quand même, une secrétaire qui sait le faire. Mais sinon, dans les petites communes, c'est pas possible. Merci. Donc, voilà. Merci. On va laisser répondre Yolène de Courson rapidement sur ces points-là. Effectivement, oui, il y a beaucoup il y a de juste difficultés. quelque chose sur lequel je voulais revenir de mes collègues élus.
sur les maires ruraux. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est le bénévolat des équipes municipales rurales. C'est-à-dire, on sait très bien que, moi par exemple, j'ai rencontré sur les 343 communes qui constituent ma circonscription, j'en ai rencontré 200. Et là-dessus, je leur ai demandé, évaluez à peu près vos heures. Et puis, celle de votre conseil pour le tracteur de machin, pour boucher les trous, le ci, le ça. Vous connaissez. Donc, on a évalué, par exemple, pour une commune comme Flavigny-sur-Oserain, qui compte 300 habitants, c'est 100 000 euros. 100 000 euros par an. C'est 100 000 euros par an. En fait, c'est l'ingénierie qui nous manque. L'ingénierie, parce que oui, il y a une place, on peut la faire soi-même. Je comprends ce que vous dites tout à fait. Mais il y a des projets, comme les projets européens, par exemple, qui demandent une ingénierie plus importante. Et les fonds européens, ils sont pas bloqués par l'Europe, hein. Ils sont bloqués par la France. C'est en France qu'on se débrouille pas bien. La Roumanie, elle utilise complètement ses leaders, mais nous, on reste coincés. Donc il faut changer ça pour qu'on puisse accéder à ces financements pour les communes rurales le plus facilement possible. Louis Gentilhomme a l'air d'acquiescer. Oui, moi je partage tout à fait l'opinion qu'elle vient d'émettre. Et c'est vrai que des dossiers comme l'Europe, ça demande beaucoup de préparation. Mais si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, Louis Gentilhomme, qu'est-ce que vous lui demanderiez au nom de ces maires des petites communes que vous avez été? Qu'on arrête les discussions de bistrot. Ah bah ça tombe mal. Ça tombe mal, on est dans un bistrot. Et qu'on soit efficace. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'efficacité. Un sujet, il y a une analyse, ensuite, il y a les moyens à mettre en face, et après, il y a l'exécution. C'est aussi simple que ça. Mais en France, on complique tous les problèmes. Jean-François Farinck, parmi les démissions, la grande majorité, écrasante majorité, sont des maires de petites communes, de moins de 2000 habitants. 887 sur 1021 démissions volontaires recensées. Alors, est-ce que le pouvoir en place, mais le précédent aussi, on peut dire presque, est un pouvoir des métropoles, des grandes communes finalement? Oui, je crois que c'est un processus qui vient d'assez loin. Et je pense que si on veut arrêter ça, il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux équipes communales. Et puis il faut réfléchir au rôle de ces équipes communales. Là, on voit bien que quand il y a des élections, les taux de participation sont plus importants dans les communes pour élire les équipes municipales que pour d'autres élections. On aura sans doute aux élections européennes un taux d'absentéisme qui sera très important. Donc là, il y a quelque chose là avec ces équipes communales qui est très important pour tout simplement l'équilibre de la société. Le maire, il s'occupe du vivre ensemble local. Le maire et son équipe municipale s'occupent du vivre ensemble. Et donc, il faut faire attention quand même il faut arrêter parce qu'on désespère avec les transferts de compétences, les baisses de dotation. On désespère. Et puis l'exemple au assainissement du mois de juillet est très malheureux. Ça veut dire que ça n'a pas été compris. Les députés, alors je sais bien que c'était le 31 juillet, ont voté ce dessaisissement de la commune. Les communes avaient la compétence eau assainissement depuis 200 ans. Donc on les a dessaisis. Je pense que les députés n'ont pas pris le temps de